Monsieur le Président, le Sénégal, mon pays, est heureux de vous exprimer ses félicitations chaleureuses à l'occasion de votre élection comme président de la 50e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Cette élection traduit combien la communauté internationale apprécie le rôle que votre pays, le Portugal, joue dans l'analyse et dans la gestion des grands dossiers qui marquent l'évolution du monde. Il s'y ajoute vos qualités personnelles de diplomate et d'homme d'État, ainsi que votre expérience dans le domaine des relations humaines comme base fondamentale de la paix entre les nations. Je voudrais aussi rendre hommage à votre prédécesseur, Son Excellence, Monsieur le ministre Amara Essi, de la Côte d'Ivoire, qui pendant une année a dirigé les travaux de la 49e session avec efficacité et avec un remarquable esprit d'ouverture, faisant ainsi la fierté de toute l'Afrique. Enfin, je tiens à souligner ici et de nouveau le soutien que mon pays apporte au secrétaire général de l'ONU, le docteur Boutros Boutros-Ghali. Ses initiatives, ses actions répétées et sa détermination à accomplir son éminente mission au service de la paix, de la sécurité et du développement, et cela malgré une conjoncture particulièrement instable, lui valent la reconnaissance du monde. Qu'il en soit ici remercié encore devant l'histoire. Monsieur le Président, honorables collègues, chefs de délégation, l'Organisation des Nations unies a aujourd'hui parcouru un itinéraire d'un demi-siècle. En effet, pendant 50 années, les peuples de la planète, à l'issue de la dernière guerre mondiale, tirant avec perspicacité les leçons des errements et des dérapages de l'histoire, des conflits humains, ont entrepris de créer un nouvel environnement, de créer une ambiance de compréhension mutuelle et de coopération solidaire, et de créer un cadre de vie où l'homme enfin prenne conscience de ce que l'esprit communautaire, la générosité, le respect mutuel des uns et des autres constituent les meilleures garanties de la paix et du bien-être, de la santé et de l'environnement, ainsi que de l'épanouissement des sociétés. Pendant 50 années, en vertu des principes posés dans la charte de l'ONU par les fondateurs de notre organisation commune, nous avons, étape après étape, établi les bases d'un système international capable d'assurer la sécurité collective de tous les pays et en même temps d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Si l'on examine l'action qu'elle a menée depuis sa création, si l'on analyse notamment la gestion des conflits multiples qui ont surgi çà et là dans la période de la guerre froide, on peut incontestablement constater que l'Organisation des Nations unies aura été un outil irremplaçable de promotion et de maintien de la paix. En effet, au-delà du simple maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'ONU s'est illustrée remarquablement dans le combat pour la décolonisation, mais aussi et surtout dans l'établissement d'un système progressif d'institutions spécialisées qui apportent un concours apprécié dans le domaine social, économique, humanitaire et culturel. Mais en dépit de ces acquis enregistrés, nous devons convenir tous ensemble qu'il reste encore un long chemin à parcourir, qu'il reste de nombreux et importants défis à relever et qu'il reste de nouvelles et audacieuses initiatives à prendre pour parvenir à réaliser pleinement les idéaux qui sont inscrits dans la charte de San Francisco. Une réforme historique se prépare patiemment qui concerne les structures de l'Organisation des Nations unies et plus particulièrement le Conseil de sécurité. Le Sénégal, mon pays, et à cet égard, soutient sans réserve l'augmentation du nombre des membres permanents et l'augmentation du nombre des membres non permanents du Conseil de sécurité, cela dans le but de renforcer les conditions et les mécanismes du maintien de la paix. Il faut en effet convenir que la fin des affrontements idéologiques n'a pas apporté au monde
ni la paix ni le développement qu'avaient espéré les pères fondateurs de la Charte. De l'Afghanistan à l'Angola, de la Bosnie-Herzégovine à la Somalie, du Libéria aux républiques nées de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques. Beaucoup de conflits continuent encore aujourd'hui de résister à nos projets de solution. Certes, pour certains de ces conflits, comme celui de l'Angola ou celui du Moyen-Orient, des avancées significatives ont été enregistrées ces derniers temps. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer le nouveau pas important qui vient d'être franchi dans le cadre du règlement du conflit du Moyen-Orient avec la signature, le 28 septembre dernier à Washington, de l'accord de Taba. Dans le cadre d'autres conflits comme celui de la Bosnie-Herzégovine, des lueurs d'espoir commencent à pointer à l'horizon grâce à l'action concertée et conjuguée du groupe de contact occidental et du groupe de contact de l'Organisation de la Conférence islamique ainsi que de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et d'autres gouvernements de bonne volonté. C'est aussi l'occasion de féliciter l'Organisation de la Conférence islamique et les pays qui la composent pour tous les efforts et pour toutes les initiatives qui ont été menées à ce niveau et qui ont contribué largement aux résultats que nous saluons ici, aujourd'hui et solennellement. Sous ce regard, il reste évident que le combat héroïque du peuple bosniaque, sous-tendu par le sens élevé des responsabilités de ses dirigeants, a puissamment contribué à la nouvelle situation que la communauté internationale souhaite voir se consolider afin d'aboutir à une paix définitive dans l'ex-Yougoslavie. Monsieur le Président, honorables collègues, la multiplication des conflits qui a résulté de la disparition des blocs a eu comme effet positif de jeter les bases d'un consensus sur les mécanismes, sur les critères, sur les conditions et sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer, organiser et sauvegarder la paix dans le monde. Ce consensus implique qu'il soit davantage fait recours à la diplomatie préventive en tant que concept novateur pour assurer le bon fonctionnement de notre système de sécurité collective. Ce consensus implique aussi que les mandats des forces de maintien de la paix soient désormais mieux définis en fonction des circonstances et en même temps des objectifs à atteindre. Les moyens nécessaires doivent être réunis et mobilisés en conséquence. L'importance que mon pays, le Sénégal, attache à cette question est à la mesure de sa constante détermination à œuvrer en faveur d'un système de sécurité performant parce qu'adapté aux réalités actuelles. Et c'est dans cet esprit, et c'est surtout dans cet esprit que le Sénégal participe régulièrement aux travaux du comité spécial chargé d'examiner la question des opérations de maintien de la paix sous tous ses aspects. Au demeurant, cette position du Sénégal s'inscrit dans le cadre de la nette prise de conscience par l'Afrique des mutations qui sont en cours dans le monde et qui ont conduit notre continent dès 1992 à l'occasion du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine organisé à Dakar à concevoir et à mettre en place un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Cette initiative africaine, qui va dans le sens de la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde, doit être en conséquence soutenue par la communauté internationale que nous sommes pour réduire les prolongements pratiques du manque de moyens dont, on le sait, l'Afrique souffre si durement pour réaliser ses ambitions légitimes à travers les objectifs qui sont assignés à ce mécanisme. Avec un tel soutien, l'Afrique, notre continent, devrait pouvoir s'investir davantage dans le règlement des conflits au Rwanda, au Burundi, au Libéria, en Sierra Leone et en Somalie. Monsieur le Président, parlant de conflits régionaux, ma délégation voudrait recommander, s'agissant plus particulièrement du problème du Jammu-Cachemire, dans lequel sont impliqués deux pays voisins et frères, l'Inde et le Pakistan, avec lesquels le Sénégal entretient des relations amicales, qu'une solution définitive soit trouvée à ce dossier, de manière à permettre à ces deux grandes nations asiatiques de consacrer leurs efforts à la création d'un climat de paix propice à un développement intégré et mutuellement profitable. L'Organisation de la Conférence islamique, en relation avec ces deux pays, consacre une réflexion suivie à ce dossier. Monsieur le Président, il est aujourd'hui universellement reconnu
qu'il ne peut y avoir de développement sans la paix et sans la stabilité. C'est aussi dans le non-développement, la pauvreté, la marginalisation et dans l'exclusion qu'il faut chercher les causes profondes de l'insécurité. Il nous faut donc réfléchir ensemble, et tous ensemble, à un nouveau système de vie collective qui soit susceptible d'offrir à tous de nouvelles raisons d'espérer en fondant un tel système sur l'esprit de solidarité et sur la volonté de paix. Une telle démarche devrait commencer par une prise de conscience de ce que, même si l'expression mondialisation de l'économie est désormais à la mode, le phénomène dépasse largement cette tendance. En effet, le phénomène concerne à la fois l'économie, la finance et l'information. Il concerne aussi et surtout les grands problèmes majeurs du devenir de l'humanité, qu'il s'agisse de la protection de notre environnement, qu'il s'agisse de la lutte contre les menaces qui pèsent sur notre santé collective, qu'il s'agisse du trafic des stupéfiants et de la répression du crime organisé. Il est devenu évident aujourd'hui que les solutions à ces problèmes ne peuvent être que globales. Sous l'éclairage de ces nouvelles réalités du monde d'aujourd'hui, il apparaît que seule une nouvelle conception de la solidarité collective permettra d'éviter ou tout au moins d'atténuer les conséquences graves et multiples, néfastes par-dessus tout, pour tout le monde, de la pauvreté et de l'exclusion. Il s'agit donc, à partir d'un engagement collectif que nous devons prendre ici, de définir un nouveau pacte social pour l'avenir de toute l'humanité. Et la lutte contre la pauvreté dans les pays de l'hémisphère sud prend alors une dimension particulière dans le contexte que voilà. Monsieur le Président, dans la dynamique actuelle de la globalisation et de la libéralisation de l'économie des nations, la nouvelle Organisation mondiale du commerce, installée à Genève il y a seulement quelques mois, après avoir été portée sur les fonds baptismaux à la réunion historique de Marrakech, doit être un cadre et un creuset nouveau pour un monde ouvert sur des relations économiques et commerciales plus justes et plus équilibrées et plus humaines entre pays du Nord et pays du Sud dans l'esprit des revendications légitimes des peuples du tiers-monde. Je réaffirme ici et solennellement que l'OMC porte les espoirs du monde pour une nouvelle ère d'échanges profitables à tous, équilibrée, juste et durable. Sous cette optique, l'Organisation mondiale du commerce, à la création de laquelle les pays africains ont contribué, devrait les aider à mieux s'insérer dans le nouveau système économique international. Par ailleurs, la mondialisation et la libéralisation de l'économie devraient inciter les pays en développement à intensifier la coopération sud-sud comme un impératif, à la fois de stratégie de développement et de moyens d'assurer l'intégration de leurs économies dans le nouveau contexte et dans les nouvelles ambitions de la communauté internationale en faveur du développement dans la paix et surtout du développement des pays du Sud. Il en est de même de la nécessité de revaloriser les prix des matières premières et d'assurer en même temps un accès équitable au marché, à tous les marchés, pour permettre à nos pays d'asseoir une véritable politique d'efficacité commerciale. Le Sénégal, mon pays, s'inscrit sans réserve dans cette dynamique et dans cette direction. Monsieur le Président, j'ai voulu, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, et du haut de cette tribune, lancer un appel vibrant et solennel pour le développement de l'Afrique. Cet appel traduit une préoccupation majeure des dirigeants et des peuples africains. L'ONU, nous le savons, s'est penchée avec beaucoup de mérite sur ce dossier, comme l'illustre du reste la tenue en juillet dernier à Genève, dans le cadre de la session de l'ECOSOC, d'un débat de haut niveau sur le développement de l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables chefs de délégation, c'est aujourd'hui un truisme que de souligner le risque de marginalisation de l'Afrique. Ce risque est là, il existe, il est lancinant, il est grave. Pour être réel, ce risque n'en est pas moins inacceptable. Le conjurer donc est une nécessité impérieuse pour tous ceux à l'esprit de qui les notions de solidarité et de coopération internationale continuent d'avoir un sens. Je me réjouis de ce que le secrétaire général de l'institution qui nous abrite aujourd'hui, le docteur Boutros-Boutros-Ghali, soit un de ceux-là, un de ceux pour qui il n'est pas de fatalité historique à laquelle l'Afrique ne puisse échapper.
M. Boutros Ghali, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, ne vient-il pas de nous en administrer de la preuve en décidant de lancer une initiative spéciale pour l'Afrique dans le but clairement affirmé de donner un souffle nouveau à la coopération internationale. Par ma voix, le Sénégal, mon pays, affirme son appui total à cette initiative, d'autant plus heureuse qu'elle s'articule autour des priorités que l'Afrique s'est données et qui ont pour nom la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau, le développement social et humain, la démocratie, la mobilisation des ressources et enfin la lutte contre la pauvreté. Monsieur le Président, faut-il aussi rappeler que le chef de l'État sénégalais, son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf, n'a cessé de s'investir depuis longtemps dans la recherche de solutions globales aux problèmes économiques de l'Afrique, notamment la question lancinante de la dette qui retarde et qui empêche le développement des pays africains. C'est ainsi que lors de son premier mandat à la tête de l'OUA, il avait été à la base de la convocation en 1986, pour la première fois dans les annales de l'ONU, d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale qui était consacrée à la situation économique critique de l'Afrique. Dans la même direction, le Sénégal, après s'être félicité de la conclusion à Paris en 1994 de la Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et la désertification, et notamment en Afrique, tient à souligner encore ici la nécessité de l'entrée en vigueur rapide de cet instrument et d'accélérer l'allocation de ressources financières significatives et suffisantes dans le but d'enrayer ce fléau sur le continent africain. C'est à cette tâche que s'attelle d'ailleurs depuis des années le comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Monsieur le Président, l'on ne saurait parler de développement sans le respect et sans la protection des libertés et des droits de la personne humaine, qui sont devenus une exigence reconnue aujourd'hui universellement. Tout le monde connaît l'attachement du Sénégal à cette exigence des temps modernes, que les pays africains, dans le cadre des mutations qui affectent le monde depuis la fin des années 80, ont tous intégré dans leur politique de développement comme une dimension incontournable du progrès. Pour conclure, Monsieur le Président, veuillez me permettre de souligner combien le nouveau contexte international et le caractère multidimensionnel que revêtent les problèmes à résoudre exigent une démarche concertée, une démarche intégrée, une démarche de solidarité entre tous les partenaires, les gouvernements, les institutions, les organismes publics ou privés qui animent la vie et l'évolution de la communauté internationale des hommes. La solidarité est le ciment. Elle est aussi la garantie de cette démarche commune inspirée par les nécessités de la survie de l'humanité. La solidarité, c'est d'abord la conviction profonde que nous appartenons tous à un même monde développé comme sous-développé. La solidarité est aussi un devoir. C'est le devoir de faire face ensemble à des défis multiples, à des problèmes qui nous sont communs, que nous soyons du nord ou du sud. La solidarité, c'est enfin une volonté collective de bâtir l'avenir sur la base d'un partenariat sans aucune exclusion. La solidarité est aussi un engagement commun à promouvoir volontairement le progrès collectif de toute l'humanité. C'est au nom de l'ensemble des nations qui s'attachent si intimement à la mission de l'homme sur terre que nous devons cultiver entre nous la solidarité, la coopération, l'amitié et la fraternité. Monsieur le Président, mes chers collègues, honorables chefs de délégation, c'est dans cet esprit et devant l'histoire de notre planète, à cette étape d'espoir renouvelé, que consacre la célébration du 50e anniversaire d'une organisation, l'ONU, sans laquelle le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est dans cet esprit que nous voulons exprimer, ici solennellement, le souhait ardent que notre présente rencontre, la session de 1995, la 50e de l'histoire de l'ONU, constitue et demeure l'aube d'une ère nouvelle qui verra se réaliser tous nos idéaux communs de paix, de justice et de progrès, et cela au plus grand profit des générations futures à qui nous avons l'obligation de mettre un monde de paix, un monde de sécurité et un monde de développement. Je vous remercie. Je remercie le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.